Alors, on va se projeter un peu en arrière. Imaginez, on est le 11 mars 2011, Hmm. un vendredi après-midi, au Japon. Un pays où, enfin, tout semble réglé au millimètre près, quoi. Une société qui a fait de la technologie, de la prévision, une quasi-religion. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Le Japon, ce n'est pas un pays qui ignore les risques naturels. Il vit avec. Oui, il est construit pour. Toute son ingénierie, toute sa culture de la sécurité est bâtie autour de cette réalité sismique. C'est ce qui rend la suite si paradoxale. Exactement. Aujourd'hui, on se plonge dans la catastrophe de Fukushima Daiichi. On a sous les yeux des sources qui retracent la chronologie, mais qui analysent aussi, et c'est ça qui est intéressant, les leçons qu'on en a tirées. Ça. Pour commencer, il faut bien se représenter ce qu'a été cette centrale avant le drame. On n'est pas sur une vieille installation, hein. Ah non, pas du tout. C'était vraiment un symbole de la maîtrise technologique japonaise. Moderne, fiable. Conçue pour résister, en théorie, aux pires caprices de la nature. Et le mot théorie est absolument essentiel ici. Cette confiance reposait sur ce qu'on appelle au Japon l'Anzen Shiwa. Le mythe de la sécurité. Le mythe de la sécurité absolue, oui. L'idée, c'était que les ingénieurs avaient tout prévu. On avait calculé la magnitude maximale d'un séisme, la hauteur maximale d'un tsunami, et on avait construit les défenses en conséquence. Avec des marges de sécurité, on imagine. Oui, bien sûr. On pensait vraiment que la technologie avait dompté la nature. Un mythe, donc. Mais est-ce qu'il y avait déjà des signaux d'alarme avant, des petites fissures dans cette belle armure de certitude? C'est un point absolument crucial que les enquêtes ont mis en lumière après. Et la réponse est oui. Il y avait eu des avertissements. Ah, Des études, y compris des simulations internes à TEPCO, l'opérateur de la centrale, d'accord. avaient montré qu'un tsunami qui dépassait les 10 mètres était un scénario possible. Sur ce site précis. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Eh bien, ces rapports ont été, disons, mis de côté. Les prendre en compte aurait impliqué des travaux de renforcement qui coûtaient une fortune. Et c'était aussi un aveu. C'était un aveu que les normes initiales n'étaient peut-être pas suffisantes, donc on a préféré s'en tenir au scénario officiel, un mur de 5,7 mètres, jugé amplement suffisant. C'est fascinant et terrifiant. On a donc une confiance institutionnelle qui, en gros, choisit d'ignorer les données qui dérangent. C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là que la journée du 11 mars arrive. Reprenons le fil. 14h46, heure locale. La Terre tremble. Très, très fort. C'est un séisme de magnitude 9. C'est colossal. C'est bien au-delà de ce pourquoi la centrale avait été officiellement conçue. Et pourtant, Oui. La première étape se déroule parfaitement, c'est ça qui est presque ironique. Les systèmes de sécurité détectent les secousses et en quelques secondes, hop, les barres de contrôle sont insérées dans les cœurs des réacteurs. La réaction en chaîne est stoppée net. Stoppé net. Donc, pendant un court instant, les ingénieurs dans la salle de contrôle ont dû se dire « Ouf, Oui, ça a tenu. le système a fonctionné ». C'est presque une histoire de succès, à ce moment précis. Exactement. Pendant environ 50 minutes, ils pensent avoir esquivé une balle. Le séisme, aussi violent soit-il, n'a pas provoqué de dégâts structurels critiques au réacteur. Les bâtiments ont tenu. La première ligne de défense a fait son travail. Le problème, c'est qu'ils ne regardaient pas la bonne menace. Le vrai coup de grâce n'est pas venu de la terre, sous leurs pieds, mais de l'océan juste en face. Le tsunami. Les sources parlent de vagues de 14 à 15 mètres. C'est ça. 14 mètres. C'est plus du double de la hauteur du mur de protection. Oui, l'eau passe par-dessus comme si de rien n'était. Et c'est là que tout bascule. C'est là que se produit la défaillance critique, celle que personne n'avait vraiment voulu envisager. L'eau inonde le site, mais surtout elle s'engouffre dans les sous-sols des bâtiments, des turbines. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces sous-sols? Les générateurs diesel de secours. Attends, je bloque là-dessus. Les générateurs de secours. Oui, Le plan B, le plan de la dernière chance, ils étaient au sous-sol. exactement, au sous-sol. Mais sur la côte, au Japon, un pays connu pour ses tsunamis, ça me paraît... Enfin, c'est dingue comme faille de conception, non? C'est la question à 1 milliard qui est ressortie de toutes les enquêtes. Et la réponse est complexe. La conception datait des années 60. D'accord, une autre époque. Une époque où la réflexion sur les risques extrêmes n'était pas la même. On a placé les générateurs près des turbines pour des raisons pratiques. Bien sûr qu'on a pensé au risque d'inondation, mais avec un tsunami de 5,7 mètres, Dans ce scénario-là, ils étaient protégés. voilà. Personne n'a imaginé une vague qui inonderait tout le site sur plusieurs mètres de hauteur. C'est un échec total de l'imagination qui est basé sur un excès de confiance dans les calculs de départ.
Donc, pour résumer, le réseau électrique national est coupé par le séisme, ça c'est normal, Oui, et les générateurs de secours, qui doivent prendre le relais pour alimenter les pompes de refroidissement, sont noyés. exactement. En quelques minutes, la centrale perd toute source d'alimentation, externe et interne. C'est le station blackout. Le scénario du pire. Pour une centrale nucléaire, c'est le scénario du pire, oui. Sans électricité, vous ne pouvez plus faire circuler l'eau pour refroidir le combustible. Parce que même si la réaction en chaîne est arrêtée, le cœur continue de produire une chaleur immense. La chaleur résiduelle. C'est ça. Et dans la salle de contrôle, à ce moment-là, c'est comment? C'est le chaos et l'obscurité, au sens propre du terme. Les écrans s'éteignent des uns après les autres, les indicateurs tombent à zéro, les ingénieurs sont aveugles. Ils n'ont plus aucune donnée. Aucune donnée fiable. Sur la température, la pression, le niveau d'eau, rien. Ils doivent agir à l'instinct avec des bribes d'infos, pendant que la physique, elle, continue son œuvre implacable à l'intérieur des cuves. C'est là que l'accident technique devient une véritable catastrophe. La température monte, la pression grimpe en flèche. Oui, et le combustible nucléaire commence à surchauffer, puis à fondre. C'est la fusion du cœur. Et ce processus dégage de l'hydrogène. D'énormes quantités d'hydrogène. Ce gaz s'accumule dans la partie supérieure des bâtiments, se mélange à l'air et... boum! Il finit par provoquer de violentes explosions. Ce sont ces images des toits des bâtiments soufflés qui ont fait le tour du monde. Exactement. C'est ce qui a montré à tout le monde que la situation était totalement hors de contrôle. Et pendant que les équipes sur place tentent des manœuvres, comme je crois qu'ils ont essayé d'injecter de l'eau de mer avec des pompes à incendie, C'est ça. Des moyens dérisoires. le monde entier prend conscience de l'ampleur du drame. Et là, l'événement change complètement de dimension. Complètement. Il passe d'une catastrophe naturelle japonaise, aussi tragique soit-elle, à une crise nucléaire mondiale. Soudain, la question n'est plus comment va le Japon, mais est-ce que ça peut arriver chez nous? Qu'est la confiance dans la sûreté nucléaire? Même à des milliers de kilomètres, elle est pulvérisée en quelques heures. On se souvient bien de cette vague de panique, presque. Les réactions politiques ont été immédiates, mais très différentes selon les pays. En Allemagne, par exemple, Oui, l'Allemagne, c'est le cas le plus spectaculaire. Angela Merkel, qui avait pourtant prolongé la durée de vie des réacteurs allemands quelques mois plus tôt, ah oui, c'est vrai. elle fait un virage à 180 degrés. Elle annonce l'accélération de la sortie du nucléaire, la fameuse Energiewende 2. Pour l'Allemagne, c'était la preuve que le risque était inacceptable. Exactement, le risque résiduel, peu importe la qualité de l'ingénierie. C'est une décision très politique, très influencée par une opinion publique historiquement antinucléaire. Et en France, pays beaucoup plus dépendant du nucléaire, la réaction est à l'opposé, non? Totalement à l'opposé, en France, le discours officiel, c'est de dire « ce qui s'est passé à Fukushima ne pourrait pas arriver chez nous ». Nos centrales sont différentes? Nos normes plus élevées? Voilà, on ne parle pas de sortie du nucléaire, on lance ce qu'on a appelé des stress tests, des évaluations de la résistance des centrales à des scénarios extrêmes. L'idée, ce n'est pas d'abandonner, mais de renforcer. On voit bien les deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, le principe de précaution poussé à son maximum, et de l'autre, la confiance dans la capacité à améliorer la technologie. Ce qui nous ramène aux leçons qu'on a tirées. Les enquêtes ont été menées, les rapports publiés. Au-delà du constat évident de la sous-estimation du tsunami, quelle est la conclusion la plus profonde qui en ressort? La conclusion la plus dérangeante, c'est que l'accident n'est pas seulement le résultat d'une vague, c'est le produit d'une culture. Une culture de la complaisance. Ouais, c'est le mot. Une culture où l'opérateur, TEPCO, et l'autorité de sûreté nucléaire japonaise travaillaient main dans la main, en minimisant les risques pour ne pas entraver l'exploitation. On parle de capture réglementaire. Quand le régulateur est plus au service de l'industrie qu'il est censé contrôler. Voilà, qu'au service du public. L'accident de Fukushima est autant un échec institutionnel et humain qu'un échec technique. Les sources insistent sur une phrase « La technologie la plus avancée doit toujours être pensée pour l'imprévisible ». C'est une belle phrase, mais concrètement, est-ce que c'est vraiment possible de se préparer à l'imprévisible? C'est toute la question. Ou est-ce qu'on se prépare juste pour la prochaine catastrophe qu'on n'aura pas vu venir en laissant une autre porte ouverte ailleurs? C'est toute la tension de la gestion des risques complexes. La leçon de Fukushima, ce n'est pas tant qu'il faut essayer de tout prévoir, c'est impossible. D'accord. C'est qu'il faut changer de philosophie. Il faut passer d'une logique de prévention, où l'on croit pouvoir empêcher l'accident à tout prix, à une logique de résilience. La résilience, c'est-à-dire? Fait pour que le système ne s'effondre pas complètement. Comment on garde des moyens de contrôle ultimes? Et ça s'est traduit par des mesures concrètes depuis. Ah oui? Partout dans le monde, on a renforcé ce qu'on appelle la défense en profondeur.
Par exemple, on a créé des forces d'intervention rapide, D'accord. capables d'amener du matériel lourd, des pompes, des générateurs sur n'importe quelle centrale en moins de 24 heures. On a installé des systèmes de secours bunkérisés, protégés contre tout. On a admis qu'il fallait un plan C, un plan D et même un plan Z. C'est un aveu d'humilité, en fait. C'est exactement ça, un aveu d'humilité. Fukushima, ce n'est pas juste l'histoire d'un tsunami qui rencontre une centrale. Non, c'est bien plus que ça. C'est le récit d'une confiance excessive dans nos propres modèles. D'une culture où on a fini par croire que nos plans étaient plus forts que la réalité. Mhm. Ça nous montre de façon brutale que les plus grands dangers ne viennent pas des risques qu'on a identifiés pour lesquels on se prépare sans relâche, mais de ceux qui sont dans nos angles morts, ceux qu'on a jugés impossibles. Exactement. Impossible ou trop improbable pour être pris en compte. Et ça nous laisse avec une question fondamentale qui dépasse très largement le cadre du nucléaire. Bah oui. Aujourd'hui, on développe des technologies qui sont extraordinairement puissantes. Que ce soit l'intelligence artificielle, le génie génétique, la géo-ingénierie. Des choses dont on ne maîtrise pas toutes les conséquences. Justement. Face à ces systèmes complexes, comment on équilibre notre soif de progrès avec cette humilité qu'enseigne Fukushima ? Comment on apprend à intégrer l'idée de l'imprévisible, du signe noir, dans nos conceptions ? Savoir admettre que nous ne pouvons pas tout maîtriser. C'est peut-être la condition essentielle pour éviter que nos plus belles créations ne se retournent un jour contre nous. C'est sans doute ça, la leçon la plus durable. Je crois, oui.